tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser au dernier épisode de Ant-Man, de Quantumania. Mais avant ceci, je vais faire un petit avant-propos sur le MCU. Alors pourquoi? Parce que je trouve que depuis quelques temps, on va dire depuis 2 ans à peu près, le MCU subit une vague de critiques qui, à mon sens, est totalement injustifiée. On lui reproche énormément de choses, alors entre autres de détruire le cinéma, de décérébrer les gens, de présenter n'importe quoi au niveau des films, de casser le mythe Marvel, enfin bref, énormément de choses que, pour moi, qui sont extrêmement exagérées et surtout qui vont à l'encontre de ce que... pour laquelle le MCU a été pensé. Alors, le MCU, en fait, c'est quelque chose qui est en place depuis 2008, depuis le premier épisode d'Iron Man, qui à l'époque était un personnage extrêmement peu connu, et mine de rien, ça a apporté un vent de fraîcheur dans le film de super-héros. Jusque-là, on avait uniquement droit au sempiternel Batman, Superman, Spider-Man également, surtout depuis la trilogie de Sam Raimi, parce que ceux qui ont vu les quelques films des années 70, s'en souviennent soit avec une nostalgie coupable, soit avec un souvenir horrifié. Et puis, dans les années 2000, on avait également eu la trilogie X-Men, de Bryan Singer, même s'il apparaît le 3e épisode, qui avait permis de relancer, on va dire, le mythe super-héros, mais surtout avec des personnages peu connus. Bon, malheureusement, tout n'avait pas été rose dans ces années 2000. Bon, on peut se rappeler des échecs de Daredevil, de Ghost Rider, des 4 Fantastiques ou de Catwoman. Alors, des échecs pas forcément sur le plan comptable, parce que certains de ces films ont très bien marché, mais on va dire plutôt sur un plan artistique, sachant qu'on avait l'impression que chaque studio faisait ses petits films dans son coin. Donc tout change en 2008 avec le MCU, donc voilà, avec le personnage d'Iron Man. Et là, cette fois-ci, mine de rien, on ne le sait pas encore, mais on a une vision à long terme de quelqu'un qui veut prendre à bras-le-corps l'univers Marvel et le porter entièrement à l'écran, avec toutes les sagas que cela implique depuis maintenant plus de 60 ans. Le premier épisode des 4 Fantastiques est apparu en novembre 1961, si je ne me trompe pas, donc voilà, ça fait 62 ans quasiment que cet univers existe, avec des milliers et des milliers d'épisodes, de comics, de personnages, d'arcs narratifs, de relaunch, et tout ce qu'il peut s'en suivre. L'idée géniale, en fait, qui préside au MCU, c'est de faire intervenir dès le 2e film, donc l'incroyable Hulk, un personnage du premier film, donc Tony Stark, qui arrive à la fin, dans la scène post-générique, et qui donc montre qu'on a en fait affaire à des univers interconnectés, et non pas à une série de films indépendants les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, même si, alors, il faut remonter loin, mais dans le Batman Forever, donc le 3e Batman des années 90, premier réalisé par Joel Schumacher, à un moment, on avait cette phrase où Bruce Wayne disait à Robin que le cirque dont Robin était issu était déjà en route, était arrivé à Metropolis. Mais voilà, on n'avait pas, il y avait peut-être à l'époque, on n'avait encore pas des crossovers comme on le fera plus tard. Pour le MCU, c'est tout le contraire. En fait, c'est un univers qui va être pensé pour mettre en place plusieurs personnages et arriver à un moment à des films qui mettront justement en scène ces personnages qui auront vécu chacun une aventure solo. Donc, le MCU va lancer des personnages, là aussi, pas très connus. Bon, il y a Hulk, qui lui était connu par la série télévisée, mais voilà, Captain America, Thor, Black Widow, le Faucon, c'est pas vraiment des personnages connus du grand public. Connus des amateurs de comics, oui, mais du grand public, non. Et puis en 2012, donc l'apothéose, c'est le film Avengers, qui dénoue tous les fils narratifs que l'on avait depuis le premier Iron Man. Et ça, c'est vraiment une idée absolument géniale, qu'on a rarement vu dans l'histoire du cinéma, surtout avec cette ampleur. Là, on a vraiment affaire à des films à très très gros budget. Et pour un lecteur de comics comme moi depuis 1978, il est évident que c'est un rêve qui devient réalité, qui se montre sur l'écran. Alors quand je parle de 1978, je parle de ce numéro de Strange, le Strange numéro 100, avec l'araignée en couverture, l'araignée que je connaissais évidemment par rapport au dessin animé qui passait dans les années 70. Depuis, j'en ai acquis des comics, et pas qu'un peu. Voilà. Une fois ce crossover sur grand écran mis en place, Marvel, le MCU va continuer à mettre en place des héros, alors souvent réinventés, souvent peu connus, sauf des spécialistes. Donc on a eu dans Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel, Doctor Strange, Black Panther, l'Alliance
inédite aussi avec Sony pour Spider-Man, donc un personnage là par contre très très connu, mais dans une toute nouvelle mouture. Et puis voilà des personnages pour la phase qui a suivi Endgame, donc voilà, Shang-Chi, les Éternels. À chaque fois, eh bien, on rajoute, des films rajoutent une pierre à l'édifice MCU. Hein, et qui scelle le tout. Et on a toujours donc voilà des Avengers pour lier un petit peu ces films entre eux, hein, mettre en scène des personnages qu'on a vus dans d'autres films. Hein, par exemple, Doctor Strange qui a un rôle important dans Endgame. À côté de ça, dans toutes les séries télévisées, donc depuis que Disney Plus est né, alors il y a eu un paquet, et puis vraiment des très très bonnes, hein, WandaVision, Loki, le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Miss Marvel, Miss Hulk. Tout est un tas de séries qui justement sont là pour étendre encore l'univers. Hein, d'ailleurs certains aspects de ces séries se retrouvent comme prologue dans les films. Par exemple, WandaVision qui est donc le prologue de Doctor Strange 2. Voilà. Alors, on peut dire qu'on a une série télévisée, si j'ose dire, sur grand écran, et comme toutes les séries, les épisodes ne se valent pas tous. Certains sont plus importants que d'autres, certains sont mieux réussis que d'autres, certains ont plus d'action que d'autres, et ainsi de suite. Certains personnages sont plus attachants, où on va plus s'identifier à tel ou tel personnage, mais comme dans n'importe quel comics, vous pouvez, même moi qui achète quasiment tout ce qui sort, malgré le coût que cela a, il y a des personnages qui me plaisent beaucoup plus que d'autres. Et au cinéma, eh bien, c'est exactement pareil. Alors, dernier point que je voulais noter sur le MCU, donc sur cette grande fresque qui court maintenant depuis 2008, c'est que les concepteurs du MCU, donc Kevin Feige en tête, s'adressent surtout à un jeune public, et ça, je pense que beaucoup de critiques ont tendance à l'oublier. Hein. L'univers Marvel, c'est un univers qui est beaucoup moins noir que celui de DC. Hein, alors, si on fait exception de certains arcs de Daredevil ou de Wolverine, parce que ceux qui étaient réalisés par Frank Miller, justement, généralement, c'est un univers plus lumineux, plus coloré, plus axé sur la famille, sur la vie quotidienne des super-héros, hein, alors que chez DC, on a vraiment je l'ai déjà expliqué, mais des demi-dieux qui tombent sur Terre, comme Superman, ou alors des personnages qui ont accès à une technologie sans limite, comme Bruce Wayne alias Batman. Eh bien, chez Marvel, on a plutôt des personnages qui se débattent avec les affres du quotidien, qui ont une vie comme tout le monde, qui ont des enfants, qui se marient, qui divorcent, qui ont des peines, qui ont des morts dans leur entourage. Voilà, donc quelque chose qui rend les héros Marvel beaucoup plus humains. Et ce faisant, le Marvel Cinematic Universe s'adresse à un jeune public. Alors pas forcément qu'à des enfants, mais disons à des adolescents, à des jeunes adultes qui ont grandi avec les comics, ou bien qui ont découvert les comics à travers le MCU. Voilà. Donc, le public, de toute façon, il retrouve son compte, n'en déplaise à certains. Il y a eu très très peu de films qui ont fait moins de 400 millions de dollars de recettes dans la MCU. Ceux-là, généralement, c'était ceux qui étaient sortis pendant la pandémie ou post-pandémie, à l'époque où les cinémas avaient beaucoup de mal à rouvrir. Voilà. Et de toute façon, comme j'ai déjà expliqué aussi, on n'est pas obligé d'aller voir ces films. Si vous détestez les films de super-héros, c'est peut-être pas la peine d'y aller, quoi. Il y a plein de films qui sortent, qui sont sans doute plus intéressants pour vous. Alors maintenant, on va vraiment parler de Ant-Man Quantumania, qui est donc le 31e film, donc 31e épisode de CNC. Alors, au départ de ce film, donc Scott Lang, donc le Ant-Man qui apparaît dans le tout premier film, il tente de profiter un peu de son statut de sauveur du monde face à Thanos. Bon, on sait très bien que c'est très exagéré, mais voilà, il a écrit un bouquin, il fait des conférences, mais ce faisant, il néglige un petit peu sa fille, et c'est une expérience justement conjointe de sa fille et de son beau-père qui va le propulser à nouveau dans l'univers quantique dans lequel Janet Dim avait passé plusieurs décennies, tel qu'on le découvrait à la fin de Ant-Man et la Guêpe. Et dans cet univers, ils vont retrouver un personnage que Janet avait déjà rencontré, à savoir Kang, un personnage bien plus dangereux qu'il en a l'air. Le film est toujours réalisé par Peyton Reed, qui aura donc pu faire sa trilogie de bout en bout sur Ant-Man, ce qui lui a permis d'accompagner ses personnages, de les faire évoluer, et surtout de livrer 3 films fort différents.
Ce qui est intéressant, c'est que la famille Ant-Man, je veux dire, c'est la première vraie famille du MCU. Alors, les autres personnages du MCU, bon, tous n'ont pas vraiment d'attache les uns avec les autres, si ce n'est le fait de s'allier pour combattre des menaces cosmiques. Hein. Même les Gardiens de la Galaxie, c'est pas une vraie famille, quoi, c'est plutôt un rassemblement de héros. Là, on a vraiment, voilà, donc le père, la mère, la fille, le beau-fils, la petite fille, bon, qui a bien grandi, la petite Cassie qui a bien grandi, voilà, et qui forme cet univers hyper héroïque de la taille d'une fourmi. Voilà. On introduit également une nouvelle menace, donc je dis Kang, hein, voilà, Kang que seul Marvel peut se permettre ça finalement, c'est-à-dire se servir d'un film pour introduire un personnage clé qui va intervenir dans tout le MCU pour les années à venir. Mine de rien, très très peu de studios osent faire ceci. Voilà. Et on passe quasiment le métrage dans un univers quantique, un univers très coloré, bourré d'effets visuels, que moi personnellement je trouve réussi. J'ai lu partout un peu pareil, voilà, que les effets avaient été bâclés à cause de Wakanda Forever. Bon, honnêtement, voilà, il y a beaucoup de CGI, ça c'est sûr. Tous les effets ne se valent pas forcément, mais de là à dire que c'est un univers bâclé, c'est à mon sens totalement ridicule. Évidemment, on n'est pas sur la perfection absolue d'Avatar 2, mais il faut quand même savoir qu'Avatar 2, les spécialistes d'effets visuels qui travaillent sur le film ont commencé en 2011. Hein, ils ont quasiment eu 12 ans pour peaufiner leur film. Bon, voilà. Petit bémol quand même dans ce film au niveau effet visuel, hein, puis même le personnage. Le personnage de MODOK, bon, mais dans le comics déjà c'est un concept un peu casse-gueule, cette grosse tête avec des tout petits bras, des tout petites jambes, bon, voilà. Bon, ça permet quand même de voir le retour surprise d'un ancien ennemi, moi je trouve l'idée quand même assez sympa. Voilà. Donc l'histoire elle est bien menée, même si elle est un petit peu confuse. Alors confuse dans le sens où le groupe est divisé, donc d'un côté on a Scott et Cassie, et de l'autre côté, donc on a Hank, Janet et Hope. Hein, en fait, les deux familles sont chacune de leur côté, si j'ose dire. Et ils se retrouvent un peu miraculeusement voilà, dans un univers qui est censé être immense et dangereux, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça pour eux. Voilà. Et quand je dis confus, ben, on a un petit peu de mal au départ à vraiment comprendre qui est où, qui est avec qui, pourquoi, quelles sont les motivations des différents personnages. Ça, il faudra attendre vraiment le deuxième acte pour le faire. Voilà. C'est un scénario qui est moins sophistiqué que les deux premiers films. Bon, les deux premiers films étaient plutôt des films de casse, hein, avec tout ce que ça implique, de scènes où on répète ce que l'on va faire, où on imagine comment ça va se passer, et ainsi de suite, hein, comme je sais pas, dans Sean Evans par exemple. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus linéaire, beaucoup plus direct. Hein. On a d'un côté un camp de rebelles, de l'autre côté le camp du dictateur, un peu la manière de Stargate, et chacun va devoir quelque part choisir son camp, même si on se doute bien que finalement, nos héros iront logiquement du côté des rebelles. Mais ce qui vraiment fait, à mon sens, le sel du film, c'est Kang. Alors Kang, c'est un vilain qui est vraiment charismatique. Pour moi, c'est un des meilleurs méchants de Marvel. Hein. Ceux qui ont lu les comics ne me détromperont pas. Hein. Voilà, quelqu'un qui se sert de la ligne temporelle pour essayer d'asservir toutes les réalités. Un personnage voilà, qui a un potentiel inouï et qui, s'il est correctement exploité, comme Marvel a pu faire avec Thanos, pourra donner vraiment des films d'anthologie. Hein, voilà. C'est un personnage qui est ambigu, qui est manipulateur, qui pense, comme Thanos, œuvrer pour le bien de tous, mais alors que ça ne cache que son immense orgueil et surtout son ambition démesurée. Il propose un marché de dupes à Scott Lang, ce qui va occasionner là aussi une scène totalement folle. Hein, et toujours dans l'idée, c'est un peu le pacte avec Faust. Hein, il lui propose de gagner du temps pour retrouver tout le temps qu'il a perdu avec Cassie. Parce qu'on voit Scott Lang a beau s'auto-proclamer sauveur du monde, on voit bien qu'il rêve de retrouver le temps qu'il a perdu avec Cassie, les 5 ans durant l'éclipse, et puis tout le temps qu'il a perdu après en jouant aux super-héros. Voilà. Donc ça nous donne quand même des scènes extraordinaires. Alors cette pyramide de Ant-Man voilà, qui essaie de récupérer un objet extrêmement particulier, le combat final avec l'assaut des fourmis, la bagarre, si j'ose dire, entre Scott et puis Kang, là où on voit vraiment le personnage de Scott qui souffre réellement. Enfin, vraiment beaucoup de scènes qui sont extrêmement intéressantes, et je vous dis dans un univers uniquement basé sur des effets visuels hein, à 3D, très beau, très coloré, un peu comme on imagine l'univers quantique. On dirait que c'est le pendant de l'univers des Gardiens de la Galaxie, mais à une échelle subatomique. Voilà. Le ton oscille, comme dans les deux premiers, entre un ton assez comique et un ton plus grave.
même, mais bon, le ton comique passe surtout par les dialogues. Là, on peut avoir un petit regret, c'est que la petite bande qui accompagnait Scott dans les 2 premiers films, bah bon là, elle n'est pas là, ça aurait été compliqué de les intégrer eux aussi dans cet univers subatomique. Hein, ce qui fait que on a plus cette opposition totalement délirante entre des personnages bien décalés et puis le sérieux, très très sérieux Hank Pym, voilà, qui essaye de manager un peu tout ce beau monde. Voilà. Cependant, et ça c'est intéressant, on sent bien que Scott n'a pas que la conscience tranquille, même à la fin du film. Il se demande si vraiment, est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il n'a pas fait une énorme erreur? Voilà, bon, ça évidemment on le reverra dans les autres films. Voilà. Alors il y a 2 scènes post-génériques hein, bon, qui confirment effectivement que le multivers sera au cœur de cette nouvelle phase. Là aussi, les spécialistes Marvel seront ravis de voir les clins d'œil qui sont leur adressés, notamment avec le pharaon Ramatut. Voilà. Et puis, dernière scène, l'apparition de Loki, mais pas le Loki de la série Thor, mais le Loki de la série Loki. Hein. C'est toujours le même acteur, évidemment, mais vous comprendrez bien pourquoi. Je ne vais pas dévoiler tout ça, je vous dis juste qu'il y a 2 scènes post-génériques, donc bien rester jusqu'à la fin. Au niveau du box-office, donc le score est un peu en deçà des attentes, hein, mais c'est pas vilain non plus. Bon, il y a eu une baisse de 70% lors du deuxième week-end américain, mais et ce week-end suivait un premier week-end de 4 jours, avec un jour férié, donc forcément la recette avait été assez importante. Bon, pour le moment, le film en est à peu près à 175 millions de dollars en Amérique, 200 et quelques dans le reste du monde. Bon, voilà. Le premier film avait rapporté 180 millions, 519 dans le monde entier. Le deuxième, 216, 622 millions dans le monde entier. Bon, ce qui en fait quelque part quand même la série la moins rentable du MCU. Bon, on ne pouvait pas penser que ce 3e épisode ferait un plus gros score que le premier. Mais bon, voilà, il terminera sans doute dans les eaux là. Et je vous le dis, bon, c'est loin d'être un échec hein, pour Marvel. De toute façon, hein, je pense, Kevin Feige sait où il va. Donc en résumé, moi c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Hein, j'ai trouvé très spectaculaire. J'ai trouvé émouvant par moments. J'ai trouvé que l'introduction de Kang est franchement géniale et j'ai vraiment hâte de voir comment ce personnage va intervenir dans le reste du MCU. Hein, voilà. Et je trouve qu'il est réussi, n'en déplaise à certains. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu la mode, hein, taper sur Marvel. Je vous dis, en les accusant de tous les mots. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc assez rigolo. On voit quelqu'un qui a repris la scène d'ouverture de The Amazing Spider-Man 2. Hein, avec Andrew Garfield, alors que le film qui avait été massacré à l'époque, hein, vraiment, mais massacré de chez massacré. Hein, la scène où le Spider-Man tombe en chute libre, et c'était marqué, oui, il y a plus d'action et plus d'émotion dans cette scène que dans tout le MCU. Ce qui est absolument ridicule. On peut effectivement ne pas apprécier le MCU, mais de dire que ce sont des films ratés, plats, sans scénario, sans ambition, sans tout ce qu'on veut, c'est totalement débile. Non, ce sont des films qui ne vous plaisent pas, c'est tout. Hein, voilà. Et n'oubliez pas, je le redis, ce sont des films qui s'adressent surtout à un jeune public, hein, voilà, comme l'a été à un moment Star Wars. Hein. Star Wars, c'est pas une série qui est faite pour réfléchir sur le sens de la vie dans un premier temps. Quand j'ai été voir la Guerre des Étoiles la première fois, moi, ce qui m'a épaté, c'est les vaisseaux spatiaux, c'est les sabres laser, c'est Yann Solo qui tire sur les Stormtroopers avec son flingue, c'est la bataille finale. C'est bien longtemps après que je me suis intéressé au texte sous-jacent de cette trilogie. Voilà. Donc voilà, donc je le redis, donc un bon épisode, hein, qui introduit donc cette nouvelle phase. La suite, donc c'est les Gardiens de la Galaxie numéro 3, bon là qu'on nous annonce une fin en apothéose. Ensuite The Marvel, hein, avec le Captain Marvel. Et puis on guette avec impatience évidemment les Vengeurs contre Kang, hein, Kang War et Kang Dynasty Kang. Enfin, voilà. Il y a encore de belles choses à voir pour le MCU. Allez, salut.